Bienvenue à Présidentielle 2013, les vrais enjeux. Au moment où nous enregistrons cette émission, nous venons de savoir que 28 candidats viennent d'être retenus par la Cour constitutionnelle pour briguer la magistrature suprême, c'est-à-dire la présidentielle. Mais la question qu'on se pose ce soir dans cette émission, que fera ou que pourra faire le futur président pour donner de l'élan à l'économie malienne profondément laminée par la crise politico-sécuritaire dans laquelle le pays est plongé depuis plus d'1 an? Quels sont les leviers sur lesquels le futur président doit agir pour redémarrer le moteur économique? Quelles mesures à court, moyen et long terme doit-il envisager pour relancer l'économie dans les principaux secteurs? Et quel partenariat le prochain président doit-il tisser avec le secteur privé pour relancer la machine économique? Présidentielle 2013, les vrais enjeux. Essayez de répondre à toutes ces interrogations avec 5 invités. À ma gauche, la présidente du réseau des femmes opératrices économiques du Mali, Mme Coulibaly Aïssata Touré, bonsoir. Bonsoir. À droite, M. Djibril Tabouré, qui est le président du réseau de l'entreprise en Afrique de l'Ouest. M. Tabouré, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et puis, on revient à la gauche avec M. Mamadou Kenny Konaté, qui est le président collège transitoire de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. M. Konaté, bonsoir. Bonsoir. Et puis, de l'autre côté, M. Cyril Ashkar, qui est le président de l'organisation patronale des industriels du Mali. M. Ashkar, bonsoir. Bonsoir. Nous avons Mme Sissé Fatima Takouyaté, présidente de l'Association malienne des agences de voyage et de tourisme. Merci à tous d'être venus sur ce plateau. Je vais poser la première question à vous tous, chacun à tour de rôle pour répondre. En 2012, on a fait une récession. L'économie était vraiment en récession avec toute la crise qu'on a connue. On est aujourd'hui 2013, mois de juillet. Est-ce que vous croyez que notre économie a rebondi? Comment se porte-t-elle aujourd'hui? Est-ce qu'on est sorti de l'ornière ou encore c'est le statu quo comme 2012? Monsieur Tabouré d'abord. On peut difficilement dire que c'est le statu quo, mais il est évident que depuis les événements de 2012, le pays est dans une perspective nouvelle où là où il n'y avait plus de visibilité du tout, aujourd'hui on commence à en avoir une. Déjà cette échéance électorale qui est importante et qui va permettre à chacun des acteurs demain de pouvoir jouer pleinement son rôle pour sortir ce pays de l'ornière. Donc non, on a été en très grosse difficulté. Aujourd'hui, on est en train de voir la lumière. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on va pouvoir tirer profit de ça? Je pense que le débat va nous permettre de... En tout cas, 2013, mieux que 2012. 2013 doit être nécessairement mieux que 2012, autrement c'est grave pour le pays. Est-ce qu'il commence à être mieux que 2012? On le sent déjà. On le sent déjà. C'est l'avis des industriels, M. Cyril Ashkar? Tout à fait. C'est pas encore comparable à ce qu'a pu être la croissance de 2011, mais il est sûr qu'on sent déjà, ne serait-ce que par le retour de l'aide des bailleurs de fonds, le retour d'un budget d'investissement au niveau de l'État, donc qui est une locomotive du secteur privé, qu'on le veuille ou non. L'État reste la première entreprise du Mali et ses commandes font vivre des milliers de sous-traitants. Maintenant, c'est pas encore stratégique et ça répond pas encore à un plan à moyen et long terme. Je commencerai par enfoncer... Ça n'a pas de profondeur pour vous pour le moment? Oui, je mettrai le couteau dans la plaie en disant que regardez l'électricité. Je pense que là, c'est assez parlant pour vous de voir comment aujourd'hui on n'a pas de courant. Et pourquoi? Parce que depuis 20 ans, on n'a pas inauguré un nouveau barrage. Parce que... Ça, c'est les facteurs qu'on connaît toujours. Mais par rapport à la plongée de 2012, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé ou commence à changer en 2013? Oui, je vous ai dit tantôt, par rapport à 2012, on sent que déjà, il y a le retour des bailleurs de fonds, donc il y a de l'investissement dans la part de l'État. Il y a des marchés qui se sont réouverts, ne serait-ce que des marchés qui sont liés à la reprise de la politique de développement. Les économies commencent à tourner, mais dans de grandes difficultés. Je vous ai parlé tout de suite de l'énergie. Je veux dire, on vient de connaître une crise qui est en cours. Qui n'a jamais été résolue totalement. Madame Coulibaly, Aïssata Touré. Oui, je dirais comme l'ont dit mes prédécesseurs, effectivement, nous sommes en train de voir un peu
le bout du tunnel, mais concernant spécifiquement le cas des femmes opératrices économiques, leur cas reste encore très précaire. Les entreprises gérées par les femmes restent... Elles sont différentes des entreprises gérées par des hommes ou pas? Si nous partons sur certains aspects, non. Mais de par leur spécificité, par la spécificité de la femme elle-même, de la taille des entreprises des femmes, c'est là où le problème se pose. Ces entreprises avaient déjà beaucoup de mal à s'en sortir, même avant la crise. Donc la crise n'a fait qu'accentuer davantage les problèmes que connaissent ces entreprises-là dans la gérance de leur quotidien. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'embellie pour ces entreprises, malgré le fait qu'il y a une transition plus stable. Timide. Oui. C'est très timide parce qu'elles ont très souffert de la situation de 2012. Elles s'en sortent très difficilement. Monsieur Konaté, le président du collège transitoire, c'est ce qu'on vous dit, on dit au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie, où on a une autre lecture de la chose, l'embellie commence à venir, on commence à voir un peu le bout de tunnel, comme Mme Coulibaly le dit. Oui, la Chambre n'est que le reflet de ses ressortissants, qui sont les industriels, les commerçants et les prestataires de services. Mais particulièrement notre position nous permet de dire ceci parce que l'État aussi est ressortissant de la Chambre de commerce. Le cadre macroéconomique s'améliore, c'est vrai. Les grands chantiers structurants s'ouvrent, ce qui est important pour l'évolution du PIB. Et réglementairement, certaines dispositions commencent à prendre corps. Mais ce qui reste à faire et qui était encore en plongée avant même les événements du 22 mars, c'est que sectoriellement, ça n'allait pas. Et ça ne va pas comment? D'abord, la crise est intervenue alors que le gouvernement avait défini une politique industrielle bien précise pour changer la structure de notre économie qui est dominée par le secteur commercial. Mais il se trouve que les mesures devant permettre à ce secteur de prendre le leadership de la formation de la richesse n'ont pas pu être appliquées et sont encore en gestation actuellement. Et je crois que ce moment de courte transition est idéal pour leur ancrage parce qu'au-delà des contingences politiques, voilà ce qui a changé. Le cadre institutionnel, l'horizon est clair politiquement. Et au point de vue macroéconomique, les indicateurs commencent à être lisibles. C'est tout juste ce qu'il y a. Mais les voyants par secteur, on ne les voit pas changer de couleur. Non, pas encore. Un secteur qui a été véritablement, que tout le monde connaît d'ailleurs, parce que c'est visible un peu plus, c'est quand même le tourisme, les agents de tourisme, l'hôtellerie. Madame Cissé, c'est quoi aujourd'hui? C'est 2012 où vraiment vous êtes optimiste, il y a quelque chose qui commence à changer, même si ce n'est pas la grande embellie que vous voulez? Donc, nous sommes, comme tous les autres Maliens, dans l'expectative d'une situation nouvelle par rapport à ce qu'on connaît depuis le début de la crise. Nous pouvons dire qu'il y a de l'espoir, mais l'espoir pour qui? L'espoir pour ceux-là qui peuvent attendre un changement, je veux dire, immédiat. Or, nous, l'activité qui est le tourisme, le nôtre, a besoin de beaucoup de facteurs pour se mettre en route après toute cette période d'insécurité. Donc nous avons beaucoup d'espoir, mais l'espoir il reste à le concrétiser par une réelle relance. Et la relance dans le secteur du tourisme est différente des autres secteurs d'activité. Il n'y a pas du tout de reprise au niveau du tourisme, par exemple? Il n'y a pas une reprise parce que le tourisme, pour qu'il reprenne, a besoin d'abord d'assurance, de sécurité, que les gens comprennent que ça se passe mieux au Mali. Or, nous ne sommes pas dans cette situation. Et la reprise pour le tourisme est plus difficile que les autres secteurs. Est-ce que c'est différent peut-être pour le domaine de l'hôtellerie? C'est la même chose parce que l'hôtellerie vit de tourisme en réalité. Oui. L'hôtellerie vit de tourisme, même s'il y a différents segments de clientèle touristique pour l'hôtellerie. Il y a le tourisme de congrès qui parce peut que marcher. Les réunions ont commencé. Il y a le tourisme d'affaires qui marche, le tourisme de congrès. Mais le tourisme pur et dur, comme nous le faisons, le tourisme réceptif, est pour le moment hypothéqué par la situation actuelle qui va tarder à reprendre compte tenu de la spécificité même de l'activité touristique. Et quels sont les problèmes que vous avez aujourd'hui, les plus urgents? Quels sont les problèmes qu'il faut résoudre pour relancer aujourd'hui tout de suite l'économie? Les problèmes que nous avons, c'est que l'activité elle-même n'existe plus. L'activité elle-même n'existe plus à cause de l'insécurité qui a
causé la désertion de la destination elle-même. Donc il n'y a réellement plus d'activité touristique au Mali. Donc pour sa reprise, il faut compter d'abord sur la vie de ces entreprises-là. Comment maintenir les entreprises en vie en attendant une reprise? Si reprise, ça doit se faire et ce n'est pas pour l'immédiat. Et on a tenté de vous dire de répondre à la question, comment les entretenir des entreprises qui ne marchent pas pendant ce temps? Comment vous faites? Quelle est la recette? Donc cette recette-là fait partie de nos doléances que nous avons prescrites au niveau du Conseil national du patronat, dont nous sommes membres aussi. Donc, il y a une panoplie de doléances. Ça, c'est les doléances à venir. Mais oui. Aujourd'hui, comment vous avez fait pour vivre en 2012 jusqu'à 2013? Mais nous sommes en hibernation, nous ne vivons plus. Mais vous n'êtes pas mort, carrément. Les entreprises, on est en hibernation. Elles ne sont pas mortes. On est en hibernation. On n'est Monsieur pas loin Tabouri. de la mort. Non, il y a des entreprises qui sont mortes. C'est une évidence. On connaît le nombre aujourd'hui, et notamment dans ce secteur. Non, je ne pourrais pas vous dire. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont mortes. Au fait qu'elles soient des entreprises qui émanent du tourisme ou d'autres secteurs d'activité, pratiquement, je dirais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont mortes. Oui. Vous avez fait l'évaluation, Madame Koulibaly, d'abord? L'évaluation, c'est trop dire, mais au quotidien, nous savons, nous sommes tous des chefs d'entreprise. Nous savons comment 2012 a été pour nous. Nous avons tous vécu ça. Je suis sûre que plusieurs d'entre nous ont dû mettre des agents en chômage technique, ensuite des agents en chômage économique. Quand une entreprise marche, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on met des entreprises, des employés à la porte. Donc, autant pour le tourisme, effectivement, qui est très, très, très affecté. Et il y a beaucoup d'entreprises, d'autres secteurs également qui ont... Est-ce que dans ça, on peut dire qu'il y a des secteurs qui sont plus frappés que d'autres, par exemple? Oui, comme elle l'a si bien dit, le tourisme, ça c'est clair. Ouais. Bon, et indépendamment du tourisme, les BTP, tout à fait. Les BTP également complètement voilà, vous voulez ajouter quelque chose? Les BTP, mais aussi toutes les entreprises qui sont fortement dépendantes des marchés publics ont beaucoup souffert de cette situation. Parce que comme il l'a dit, c'est l'État qui fait tourner tout. L'État est le principal client, ici comme dans beaucoup d'autres pays, même dans les pays développés, l'État est le principal client. Donc l'État a été pendant un moment à l'arrêt. En termes en hibernation aussi, comme elle dit. Oui, oui, absolument. Il y a une reprise de ce côté qui se sent. Mais si je regarde le cas spécifique du tourisme, parce que je suis un acteur du tourisme aussi, le tourisme, c'est le secteur qui est tombé le premier, avant tous les autres. On parle de 2012, pour l'activité du tourisme, c'est depuis 2009 que les entreprises ont commencé à tomber, que la fréquentation a baissé. Depuis le début de l'insécurité dans le Nord, par exemple. Oui, depuis le début de l'insécurité dans le Nord. Je ne sais pas à quelle date on peut voilà, comme vous avez parlé de 2009, c'est une date repère, 2009. Ouais. Oui, c'est une date repère parce que ça a commencé avec la prise d'otage à Ombori. Donc, ça a été le point de départ de la chute de l'activité touristique. Parce que le tourisme ne souffre pas d'insécurité. Et tant qu'il n'y a pas la sécurité... L'insécurité fait fuir les touristes. L'insécurité, le bruit des bottes, les touristes ne sont pas là. Je voudrais terminer sur donc, c'est le secteur qui est tombé le premier. Et c'est celui qui, si jamais il y a une reprise, et on travaille tous pour ça, qui pourra se relever après tous les autres. Pour la simple raison que pour qu'il y ait une reprise de la fréquentation touristique, du tourisme de loisirs, il faut que ce qui est en cours aujourd'hui, parce que n'oublions pas, on est dans un pays qui est en guerre, il faut que cette guerre elle finisse, qu'on ait l'assurance qu'il n'y aura pas d'attentats, en tout cas pendant suffisamment de temps pour que ceux qui vont décider de venir en voyage d'agrément dans ce pays décident de le faire parce qu'ils se sentiront en sécurité. Et ça, c'est pas demain. C'est pas demain. Ça, c'est le cas du tourisme. Le cas des industries, vous avez un rapport beaucoup plus précis. Et vous avez le nombre d'entreprises frappées, celles qui sont tombées en hibernation, celles qui ont disparu totalement. Qu'est-ce qu'il en est, M. Cyril Achkar? En effet, on a recensé au niveau du Conseil national du patronat du Mali, dans le cadre d'une commission mixte État-secteur privé, on a relancé l'ensemble des préoccupations. Et l'État a fait un acte louable. Il nous a vraiment demandé de proposer un plan de relance. Donc on a travaillé à ça. Et dedans, une des matrices prévoyait donc de dédommager et les sociétés cassées qui ont subi les dégâts du 22 mars, et il y en a, et toutes celles qui peuvent être lésées au sens où, du fait des événements, notamment tout le volet des sociétés qui travaillent dans le tourisme ou dans l'hôtellerie, du fait de ces événements-là,
elles n'ont pas pu avoir de vie et elles ont fait X mois de chômage technique sans pouvoir vivre. Il en est pareil des BTP où des chantiers étaient en cours au nord et des entrepreneurs du jour au lendemain se sont retrouvés avec aucun moyen de réaliser leurs obligations. Par contre, les matières premières avaient été payées, les salaires étaient à payer et donc aucune rentrée et des charges et elles ont fait faillite. Donc toutes ces sociétés-là ont déposé leur dossier au niveau du Conseil national du patronat du Mali et nous attendons l'État, nous attendons le secrétariat du gouvernement parce qu'il y a une loi. La loi qui est sortie pour dédommager, elle a parlé de société civile et non de société morale. Donc c'est ce lapsus et cette correction-là que le gouvernement est en train de faire dans le cadre aujourd'hui de la feuille de route. Et il y a des réunions régulièrement, on tente de leur mettre la pression le plus qu'on peut. Ça a mis beaucoup de temps au ministère de la Justice. Bon, je crois que c'est enfin sorti, c'est au secrétariat du gouvernement. Donc on espère que au secrétariat du gouvernement, ça sortira vite. Parce que dès lors que ça sortira, c'est là le premier point de départ pour relancer l'économie. Vous voulez relancer, il faut d'abord relancer tout ce réservoir d'entreprises qui sont à l'arrêt, qui ont potentiellement une activité à faire, une valeur ajoutée à créer et qui ne peuvent pas le faire parce qu'aujourd'hui, sans ce dédommagement-là, elles ne peuvent pas redémarrer. Non, mais Monsieur Mamadou Tieni Konaté, ils sont en train de dire que la transition n'a pas accompagné la reprise de l'activité, quand bien au niveau, comme vous avez dit, au niveau institutionnel, tout va mieux. Et les voyants macroéconomiques sont en train de revenir, mais il faut aider les entreprises. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déploré? Oui, on y a réfléchi. Il faut être réaliste. Si nous partons avec les données que nous possédons, ce qui reste de la transition, cette période sera insuffisante pour mettre réellement l'économie debout. Ce qui veut dire qu'il y a la pertinence de cette émission. Le nouveau président, il a d'abord comme première mission pour relancer l'économie. On y viendra, mais moi je veux dire les mesures très urgentes, parce que si les élections c'est dans peut-être 28 jours, ça peut être pour que le nouveau président s'installe peut-être 3 mois. Or, entre-temps, est-ce que des entreprises ne vont pas mourir? Il y a une aide d'urgence qu'on peut apporter aux entreprises. Dans ce petit temps, il faut être concret. L'État ne pourra pas apporter l'aide d'urgence nécessaire au dédommagement des entreprises qui ont été touchées par la crise. Parce que c'est plus profond et l'enveloppe est plus importante qu'on le pense. D'abord, il faut faire ce travail de fouille, de recensement et de validation de cette liste pour éviter ceux qui veulent prendre toujours les chemins obliques pour profiter d'une situation. Il y a cela. Il faut arrêter le budget conséquent et trouver la ressource nécessaire pour le financement, pour le décaissement. Et donc là, ça prendra des mois à votre avis? Oui, je connais la lenteur économique de ce pays. Ça n'ira pas comme ça. Madame Coulibaly. Dans tous les cas, le patronat a eu à faire ce travail-là au lendemain même du coup d'État. Oui, déjà. Le coup d'État, c'est-à-dire en mars déjà, 2012. En juillet, je pense. En juillet, on est en juillet, ouais, ça fait un an. Oui. Oui, mais il y a eu quand même un travail qui a été fait depuis juillet. Pas ce juillet, évidemment. Le patronat et le secteur privé, tout le secteur privé d'ailleurs, je pense que le REAO, le patronat, la chambre de commerce, tous se sont mis autour d'une table. Nous avons ressorti les priorités donc, à prendre en compte tout de suite. Il y a eu pratiquement 3 ou 4 semaines de travail au niveau du ministère du Commerce et de l'Industrie du Mali, avec tous les ministères concernés pour sortir quand même un document. Un plan de relance. Un plan de relance à court, moyen et long terme. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait, le court terme ou le moyen terme? Qu'est-ce qui a été fait? Bon, peut-être il y a un petit pas qui a été fait certainement dans le... Parce que nous avons vu court terme. Nous avons même eu à mettre un nom sur ce court terme. Il y a certains points qui ont été rapidement mis en exécution, mais il y a d'autres qui attendent. Comme quoi, par exemple, pour être plus concret? Déjà, le fait de recevoir, de nous mettre autour d'une table, d'être d'accord sur des points, parce que c'était ça le plus difficile. Il y a eu des questions, des réponses, tout un tas de travail qu'il fallait faire, se mettre d'accord sur ce qu'on doit mettre en premier lieu, en second lieu et finalement au niveau du long terme. Ce travail, il était préalable à tout. Aujourd'hui, c'est un acquis. Donc, comme M. Cyril l'a bien dit, il est au niveau aujourd'hui, je pense, du secrétariat général.
pour un problème Il a dit un problème d'expression. Société civile, société civile, morale. voilà, société morale. Dès que donc, nous allons avoir ce document-là, nous allons voir concrètement ce qui a été pris en compte pour le court terme. Réagir rapidement. Donc, par rapport au dédommagement, on veut s'inspirer de 91, parce que le Mali, on n'en est pas à notre premier coup, tristement. On va de coup en coup. Donc en l'occurrence, on prend beaucoup de temps juste pour savoir que ça va être dédommagé au forfait. Et les forfaits vont être du 1/10e, voire du 1/50e, parce que c'est tout ce qu'on va pouvoir donner, mais c'est déjà ce petit coup de pouce-là qui manque. Maintenant, pour faire une transition et revenir tout de suite, ce que disait tout de suite ma sœur, Madame Coulibaly, le problème qui va se poser, c'est la loi de finances 2013 n'a prévu que 11 milliards ou même pas 8 milliards. 11 milliards. 11 milliards ou 8 milliards, je ne sais plus, alors que c'est petit par rapport à un besoin qui va s'étendre au bas mot à 80-100 milliards. Je crois que les banques seulement, c'est 30 milliards de mémoire. Donc vous avez toutes les banques au nord qui ont été cassées et pillées. Donc voilà. Donc si vous prenez en compte le besoin de 80-100 milliards et vous prenez la réalité qui est de 8 ou 11 milliards, vous voyez que bon, mais c'est pas grave, c'est ce petit pas déjà qu'il faut faire. Et pour répondre, je pense que oui, ce serait bien que dans les 2 mois au moins, on puisse avoir ce petit pas. C'est inscrit dans la feuille de route du gouvernement. Il y a une commission relance économique au niveau de la feuille de route. Ils ont pioché dans notre document qu'on a travaillé, les fameux janvier, février, nos 30 réunions, qui ont été validées par le comité macro depuis. Ils ont pioché dedans une dizaine de points. Il y a grosso modo 10 points et dedans on retiendra par exemple la suppression de la dite. Ou encore cette politique de dédommagement. Là, en tout cas, c'est des points qui vous satisfont s'ils sont exécutés. Madame Kouyaté. Moi, mon problème, c'est que Sur la relance d'urgence. Oui, je me joins au réalisme de M. Konaté, parce que nous sommes dans la situation où chaque fois que nous sommes assis à table avec l'État, il n'en est pas sorti grand-chose qui va dans le sens de l'amélioration de la situation. Nous, par exemple, dans le secteur du tourisme, nous avons besoin qu'on nous sorte de notre hibernation d'une manière ou d'une autre. Parce que si jamais nous continuons comme ça, à la reprise, il n'y aura plus d'entreprises touristiques, parce que ça trouvera que toutes les entreprises touristiques s'en sont allées. Elles ne seront plus là. Et donc, ils peuvent elles auront disparu. Donc, pour le moment, je crois que l'urgence, le plan d'urgence qu'on devrait faire pour le secteur touristique, en tout cas, il faudrait qu'on prenne et qu'on nous mette en vie, qu'on nous remette en situation de rester en vie en attendant une reprise. Et vous croyez qu'on peut attendre, par exemple, le futur président pour le faire? Je pense que si ça doit se faire dans 3 à 4 mois, on pourra attendre, on ne va pas mourir d'ici 3 ou 4 mois. Monsieur Konaté. Ce que je veux préciser dans mon analyse, c'est qu'il a dit des fonds substantiels n'existeront pas maintenant. Il a précisé une partie de ma pensée. Le budget n'a prévu que 11 milliards. Pour 2013. Et à l'instar de 1991, il a fallu l'intervention des partenaires pour vraiment dédommager valablement ceux qui ont été retenus. Ce travail de fond ne pourra être réalisé, c'est-à-dire les ressources substantielles complémentaires ne pourront venir qu'après l'élection présidentielle. Ce qui veut dire que les 11 milliards qui restent seront les seuls à mobiliser. Pour 2013. Oui. La deuxième partie de mon analyse, c'est que nous sommes là en train de citer ce que l'État devra faire. Oui. Mais en attendant, nous, en tant qu'entreprise, nous ne devons pas attendre et nous ne pouvons pas attendre parce que les urgences sont multiples. Particulièrement le secteur du tourisme, qui est lié à l'horizon clair, sécuritaire et institutionnel. Et vous croyez que les entreprises peuvent redémarrer par leurs propres efforts? Si, je vais venir. Pas totalement, mais on peut faire quelque chose de concret, qui est la suivante. Notre pays est essentiellement du tourisme culturel. Et ces gisements culturels est malheureusement dans ces régions aujourd'hui en pleine insécurité, hormis Bandiagara et autres sites vers le sud. Alors, il revient aux entreprises de l'hôtellerie d'imaginer un formidable plaidoirie de communication, de sensibilisation pour rassurer les sites quand même exploitables. Parce qu'elles agissent, ces entreprises, comme c'est une réserve naturelle que l'État doit assainir pour qu'elles en tirent le profit. Nous avons pris l'exemple dans le monde. Par exemple, le Pays basque a toujours été sous le coup des attentats des séparatistes.
Mais les entreprises touristiques espagnoles ont entrepris un formidable travail de communication pour dire que là où ces choses-là se passent ne compromettent pas l'essentiel Ce n'est pas le parcours des touristes, par exemple. Oui. Il y a des niches de prospérité dans ce domaine malgré la crise. Il faut être proactif, les faire savoir par les réseaux de tourisme qu'ils connaissent. Quand même, tous les touristes ne sont pas de grands enfants. À rassurer la clientèle. Voilà, ils ne sont pas tous de grands enfants. Ils savent très bien faire la part des choses quand on communique bien, quand on rassure, quand on les accompagne dans le voyage, dans l'hébergement, dans les visites. Il faut le faire. En 1991-92, quand la première crise commençait au Nord, moi je conseille une entreprise qui était dans le médical. On a eu des escortes pour équiper l'hôpital de Tombouctou et de Niafunké en pleine guerre. Voilà, il faut être imaginatif. On va donner la parole à ceux qui sont surtout dans ce secteur-là. J'aimerais bien partager l'optimisme de mon ami Konaté. Mais surtout le conseil qu'il donne. Oui, non, mais vous pouvez reprendre par vos propres efforts aussi. Structure de conseil. Oui, c'est évident. C'est évident que, parler. quelle que soit la gravité d'une situation, il y a des niches d'opportunités. Et les gens sont en train de travailler sur ces niches d'opportunités. Mais présenter les choses comme si une communication peut régler, comme au Pays Basque, je suis persuadé que ça n'est pas suffisant. On peut communiquer sur ce qui n'est pas connu. Mais ce qui est connu, qui est l'insécurité, ça suffit pour ne pas venir. Si je vous paye un billet et un séjour gratuit pour aller en Afghanistan aujourd'hui, je ne suis pas sûr, mon cher ami, que vous accepterez d'y aller pour d'autres considérations, mais pas pour vos loisirs. Donc aujourd'hui, dans ce pays, l'imagination, les gens sont en train de travailler pour ne pas mourir déjà. Déjà, ne pas mourir, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Tour de force. Oui, tout à fait. Je pense qu'il ne faudrait pas qu'on réduise la chose seulement à des considérations financières de soutien de la part de l'État. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a des mesures d'accompagnement qui ont été sollicitées, qui peuvent être mises en place, qui ne demandent pas forcément de la part de l'État de débourser de l'argent. Ce serait, dans beaucoup de cas, ce serait de renoncer à la perception d'un certain nombre de taxes, de droits, qui, dans la réalité, ne viennent même pas. Ce serait... j'ai vu dans les mesures qui ont été, dans les différentes mesures au niveau de l'industrie, des mesures qui permettraient que aujourd'hui, des entreprises qui sont aux abois, que ces entreprises ne soient plus contraintes de mourir. Et ça, on n'a pas besoin forcément de ces 11 milliards. Et la réalité des choses est que dans notre pays, pendant cette période de transition, tout était politique. Vous me direz, tout est toujours politique, mais l'économie, on ne s'est pas beaucoup occupé de l'économie. Il a fallu les coups de boutoir des gens du secteur. Oui, pour amener l'État à regarder ce qui se passe. Donc, ensemble, on doit, maintenant qu'on est en train d'aller vers des échéances politiques... Oui, bien sûr. C'est ça ma question, M. Tabouré. Oui. Maintenant, on sait que dans la transition, on va peut-être changer les choses. Vous avez dit il y a un peu léger mieux, une petite embellie, notamment au niveau macroéconomique qui arrive, mais dans quelques mois, certainement, il y a un nouveau pouvoir qui va s'installer. Il y a déjà 28 candidats qui viennent d'être qualifiés par la Cour constitutionnelle pour prendre le pouvoir. Qu'est-ce que déjà vous attendez de ces hommes, de ces femmes qui vont à la conquête de la présidentielle? Notamment, est-ce que déjà par rapport à la pré-campagne, vous les entendez parler de ce que vous reprochez déjà au pouvoir politique transitoire? Je ne suis pas une bonne référence à la matière, donc ce que je vais dire n'est pas forcément significatif. Je n'ai pas connaissance de ce que les uns et les autres peuvent faire. J'ai vu le programme d'un candidat qui a eu l'amabilité de m'envoyer son programme. Je ne vais pas donner son nom. En dehors de ça, ce que je constate, c'est toute l'énergie qui est donnée pour être candidat. Alors qu'on est candidat pour mettre en application un certain nombre de programmes. J'ai entendu dans beaucoup de cas, voilà, on est candidat, dans quelques jours, on va vous montrer notre programme. Ça m'a fait sourire. Le programme, il vient avant d'être candidat. Mais c'est ça que nous avons. À la fin, il va en avoir un. Nous, ce que nous attendons, c'est déjà qu'ils nous fassent savoir qu'est-ce qu'ils ont l'intention de faire. Parce que nous avons des questions, nous avons des préoccupations. Et ces préoccupations, on va échanger avec eux. Et à la fin, ce que les Maliens, nous y compris, c'est que les Maliens décideront de désigner comme président. Mais on va travailler avec lui. Madame Cissé? Oui.
Donc, moi, je voudrais juste un peu rebondir sur la question.